bonjour à celles et ceux qui nous ont déjà rejoints. Plus qu'une personne. Et Tatiana, je te passe la parole. Ok, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc je précise à toutes et à tous parce que CEF6 est une association qui s'appelle Cercle des femmes en cybersécurité, mais comme vous voyez déjà bien par rapport aux personnes qui vont contribuer à ce webinaire, il n'y a pas que des femmes et donc c'est exactement l'esprit de l'association. L'association, elle était créée dans l'objectif de faire plutôt la promotion de la cybersécurité auprès de jeunes féminines parce que très souvent, ces métiers, parce que la cybersécurité comme domaine est riche des métiers et des propositions de carrière, il n'est pas suffisamment connu et pas suffisamment compris peut-être aussi. Et donc, les femmes, les jeunes étudiantes, ils ne savent pas vers quelle carrière s'orienter et qu'est-ce que ça peut leur offrir finalement comme proposition de trajectoire de carrière. Et donc, celle-ci, c'est l'œuvre pour justement faire la communication des métiers de cybersécurité. Il cherche à fédérer les acteurs autour de promotion de genre féminine, de partager les informations telles que les formations, telles que les webinaires ou les masterclass qu'on voit ici, c'est-à-dire éduquer, partager, transmettre, parce que riche de nos membres, nous sommes en capacité à faire des très bons partages d'expériences, voire organiser les formations ou les mentorats pour que ceux qui se cherchent ou ceux qui sont trouvés ou déjà aient besoin d'un coup de main se sentent entourés, se sentent faire partie d'une communauté. Donc voilà ce que je voulais dire en préambule. Celle-ci, c'est une association qui compte déjà je pense que plus de 500 membres, je n'ai pas les chiffres dernièrement exacts. Et aujourd'hui, nous sommes réunis parce que l'un des partenaires historiques de CF6 Accenture est assez actif et partage avec la qualité et l'excellence qui est propre à cette entreprise. Le retour sur expérience, le témoignage, c'est bien ça de Nice 2. Et je pense que j'ai tout dit ce que je voulais pour ce matin. Donc voilà, je laisse la parole à l'équipe Accenture, sauf si Joël, tu veux aussi apporter quelques éléments de contexte ou quelques éléments par rapport à l'association. Merci beaucoup Tatiana pour ces mots d'introduction. Merci Joël également pour l'organisation, la logistique, les relances sur LinkedIn pour cet événement. Nous allons démarrer sans plus tarder sur ce retour d'expérience sur l'évaluation de la maturité NIS 2. Et je vais proposer à Carrie et à Lakshana de se présenter. Je me présenterai ensuite on rentrera sans plus attendre dans le débat. Bonjour à tous, Carrie Gay. Donc, je suis associate manager chez Accenture dans l'équipe Cyber Security Risk and Architecture. Et je suis chez Accenture depuis bientôt 2 ans. Et bonjour à tous, moi c'est Lakshana, donc je forme partie de l'équipe Cyber Physical Security, dont l'OTI, les équipes de sécurité industrielle. Je suis ici à Accenture depuis 4 ans maintenant, et ça fait 9 ans depuis que je bosse dans le domaine. Merci Lakshana, merci Carrie. Donc Eric Cissé, moi j'ai un background d'auditeur, du DORA côté conformité dans le secteur financier et du NIS 2 dans d'autres domaines. Comme vous le savez, les sociétés vont tomber soit sur NIS 2, soit sur DORA. DORA avec le côté des spécialistes, fait que c'est spécialement sur le secteur financier. Mais ça me permet également de travailler avec mes collègues de ressources sur la plaque IENI, sur les problématiques liées à la cyber, à la conformité réglementaire. Donc, commençons déjà par l'état de la menace, si vous voulez bien. Les slides que je vous présente, celle-ci est issue de l'ENISA. C'est le threat intel qui date de 2025, qui est assez récent. Ce que je voulais vous remonter, c'est 4 points. Les sociétés, le type de cible que l'ENISA a identifié au cours de l'année 2025. Vous avez le secteur public, qui sont souvent peu dotés en termes de moyens financiers et humains.
les transports. On a également les infrastructures et services numériques. Et enfin, la finance, c'est tout ce qui est manufacture. Et ça représente au total 53,7% du nombre total d'incidents qui ont été enregistrés par l'ENISA. En deuxième point, vous avez l'environnement géopolitique qui fait que certains États ciblent l'administration publique, le secteur de l'information. On va parler de manipulation, d'ingérence, d'interférence dans les processus démocratiques. Enfin, on a tout ce qui est activisme. Ça touche simplement 2% des incidents, mais ce n'est pas négligeable en fonction des secteurs d'activité, avec des campagnes de DDoS qui ciblent les États de l'Union européenne. Enfin, on a la partie ransomware, une des menaces les plus impactantes côté Union européenne, avec des groupes comme Akira et SafePay qui vont entraîner des interruptions de services et tout l'impact du DDoS. Donc ça, c'est ce qu'on a comme feedback côté NISA sur l'état de la menace, qui nous donne un panel, une vision de l'ensemble sur les problématiques et les facteurs de stress qui peuvent peser sur les responsables de la sécurité et les entités qui sont dans le monde réel. Sur la slide suivante, je vous présente un feedback. Comme vous le savez sans doute, Accenture collabore chaque année au Forum économique mondial. Ce qu'on a retenu pour 2025, vous avez en haut à droite les 6 points qui sont encore une fois l'agenda des RSSI. Vous avez les tensions géopolitiques. Bon, je ne vous apprends rien à ce qui se passe en Europe de l'Est notamment. Le manque de talent. Et c'est là que le CEF6 a toute sa part dans la divulgation, le partage d'informations pour aider les adhérentes à augmenter leur capacité à trouver un job dans la cyber. Ce n'est pas un job masculin, c'est un job où les compétences transférables, la vie que vous aviez avant peut vous aider, que vous soyez doué sur plusieurs langues, capacité à gérer des projets internationaux, à coordonner des équipes. Vous avez votre place dans la cyber. On n'a pas uniquement des personnes qui codent. Moi, j'ai codé en début de carrière. Ça ne m'a pas plu, j'ai laissé tomber. Ce n'est pas pour ça que je ne suis pas dans l'IT et également dans la cyber. On a aussi tout ce qui est IA et tout ce qui est technologie émergente, tout ce qui est deepfake, qui vont contribuer à augmenter le niveau de menace. Vous avez à gauche des menaces de plus en plus sophistiquées, la capacité avec 8 minutes de vidéo à faire dire à qui vous voulez ce que vous voulez, la désinformation également, et ça peut aider dans tout ce qui est lié à la fraude au président. Vous avez la supply chain, on l'a vu récemment avec Collins System. Plusieurs avions ont été cloués au sol parce que le prestataire a été attaqué. Et notre approche, nous, côté Accenture, est de dire que les sociétés, lorsqu'elles se travaillent sur la surface d'attaque, doivent intégrer la supply chain. Et ce n'est pas pour rien que Dora a dédié un pilier spécifique aux third parties. Et enfin, vous avez la partie conformité réglementaire. Et comme vous le voyez, 76% des responsables de la sécurité des systèmes d'information estiment que ça affecte leur capacité à maintenir la conformité. Vous avez un millefeuille organisationnel, un millefeuille réglementaire qui fait que, d'une part côté DIA et d'une part côté réglementaire, directives et règlements, les RSSI ont du mal à suivre les dernières avancées. C'est ce qu'on voit sur la slide suivante. Vous voyez l'état des menaces entre 90 et aujourd'hui. Cette belle courbe qui montre l'évolution, la typologie, la recrudescence de ces attaques qui sont de plus en plus sophistiquées, avec des taux de réussite les plus élevés, avec notamment l'intervention, l'apport de l'intelligence artificielle. Vous verrez sur la slide suivante qu'on peut faire un parallèle entre cette courbe et celle-ci qui est liée aux règlements qui sont mis en œuvre soit par la France, soit par l'Union européenne. Aujourd'hui, on va faire le focus sur NIS 2, mais Dora, vous êtes au courant. Vous avez aussi tout ce qui est lié au Cyber Resilience Act. À partir de septembre l'année prochaine, il va falloir remonter les vulnérabilités pour tous les produits qui sont introduits en Europe, que ce soit hardware ou software. Donc, pour résumer sur cette première partie, l'état de la menace est présente. Aucun élément ne laisse penser que ça va se réduire au cours des prochains mois, prochaines années. Il y a l'escalade des tensions géopolitiques, l'intégration et la dépendance accrue à la chaîne d'approvisionnement, qui est de plus en plus complexe. L'adoption rapide des technologies émergentes et la prolifération des licences alimentaires, tous ces éléments font qu'on rentre dans un système
il va falloir être de plus en plus vigilant pour pouvoir anticiper, préparer, pour pouvoir contenir la menace cyber. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Lakshana et également à Carrie pour la suite sur la directive NIS2. Merci Eric. Donc, quelques éléments de contexte concernant la directive NIS2. La directive NIS2 est entrée en vigueur donc, le 16 janvier 2023 avec une transposition obligatoire au plus tard le 17 octobre 2024 et une mise en œuvre des mesures dès le 24 octobre 2024. Donc, à ce jour, 17 pays sur 27 dans l'Union européenne ont transposé la directive. La Commission européenne a récemment envoyé un avis motivé à 19 États membres, dont la France, qui dispose de 2 mois pour se conformer. Enfin, l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc en France, invite les entités qui sont concernées sur le territoire français à se préenregistrer depuis le 24 novembre 2025. Donc, le but de ce préenregistrement est de pouvoir aider les entités à se préparer à leurs obligations en vertu de la transposition de la directive en droit national français. Donc ça, ce sont quelques éléments de contexte concernant la directive. On peut peut-être aussi rajouter que l'Allemagne et le Portugal sont les 2 derniers États qui ont effectué la transposition en Europe, ce qui montre en fait que les choses bougent. Et comme le disait Carrie, l'ANSSI, notamment au plus haut niveau, ainsi conseille les entités qui pensent être concernées par la directive NIS2 à se préenregistrer et à ne pas attendre notamment pour mettre en œuvre les mesures de conformité, les exigences de sécurité qui ont été émises. Merci Eric. Quels sont les secteurs qui sont couverts par la directive NIS2 ? Donc, le champ d'application de NIS2 s'est considérablement élargi. Donc, comme vous pouvez le voir, on passe d'environ 500 entités à près de 15 000. Donc, les secteurs sont divers et variés. Les secteurs concernés incluent donc l'énergie, la santé, pour ne pas tous les nommer, donc la banque, on a la gestion des déchets, la fabrication de produits critiques. Et on distingue bien 2 catégories d'entités dans le cadre de NIS2 qui sont appelées à se mettre en conformité. Donc, on a les entités essentielles, donc généralement de grande taille, avec un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Et on a aussi les entités importantes. Donc, les entités importantes regroupent tous les autres acteurs. Les sanctions que vous pouvez voir là tout en bas de la page, on a les sanctions en cas de non-conformité. Donc, les sanctions peuvent atteindre 2% du chiffre d'affaires mondial pour les entités essentielles et 1,4% pour les entités importantes. Quelles sont les parties prenantes et leurs responsabilités, donc dans le cadre de NIS2. Plusieurs acteurs donc, interviennent dans la mise en œuvre de la directive NIS2. L'ENISA, qui gère notamment le registre des vulnérabilités et soutient les États membres de l'Union européenne dans la mise en conformité NIS2. Le groupe de coopération aussi, donc qui facilite les échanges d'informations et de bonnes pratiques entre les entités concernées, donc entre les pays concernés. On a les États membres, donc les États membres qui sont responsables de la stratégie nationale, donc par exemple la transposition en droit national dans chaque pays, mais aussi de la désignation des CSIRT. Donc les CSIRT, ce sont les équipes de réponse aux incidents de cybersécurité dans chaque pays. Et enfin, on a les entités essentielles et les entités importantes, donc qui doivent se mettre en conformité et à qui incombe certains éléments, certaines obligations, donc notamment l'obligation de notifier des incidents significatifs, s'ils en ont. Donc, chaque CSIRT dans chaque État membre joue un rôle en tant qu'intermédiaire de confiance. Donc, dans le cadre de la gestion des incidents, par exemple, sur lequel on va revenir en détail dans les prochaines slides. Donc, quelles sont les obligations des entités ? Les entités essentielles donc, et importantes qui sont soumises à la mise en conformité NIS2. Donc, les entités doivent mettre en place
des mesures robustes de cybersécurité, telles que les analyses de risque, des politiques de sécurité. Donc, des politiques de sécurité, on compte la politique de gestion des incidents, les politiques de continuité d'activité, de reprise d'activité, etc. Donc, sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est tout ce qui concerne les third parties, donc les fournisseurs, prestataires, tiers, etc. Et il faut aussi former le personnel, donc sensibiliser, former le personnel, mettre en place de l'authentification renforcée, de la cryptographie, documenter tout ça. Elles doivent également respecter des obligations de reporting. Donc, reporting, par exemple, dans le cadre de la gestion des incidents, comme je l'ai dit, lorsque une entité identifie un incident majeur, l'entité a l'obligation d'établir donc une notification initiale de l'incident aux autorités compétentes. Donc là, on parle du CICERT ou de l'Agence nationale de cybersécurité du pays concerné. Il y a un rapport intermédiaire qui est aussi émis dans un certain délai et ensuite un rapport final, donc au plus tard 1 mois après la notification initiale. Donc, quelle est la valeur ajoutée de NIS 2? Aujourd'hui, NIS 2 vise à renforcer donc, la conscience, la cybersécurité aussi, donc la résilience et la cohérence en matière de cybersécurité. Donc, elle élargit aussi le champ d'application, ce qu'on a vu plus tôt donc, dans les éléments de contexte que j'ai donnés. Elle impose des exigences plus strictes et favorise donc la coopération entre les États membres de l'Union européenne qui sont concernés par la directive. Donc, l'objectif est clair, c'est de pouvoir mieux protéger donc, les infrastructures critiques et pouvoir harmoniser les pratiques en termes de cybersécurité au sein de l'Union européenne, au niveau européen. Donc, ça, c'est vraiment le but ultime de la mise en place de NIS 2. Gestion des incidents. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de la mise en place de NIS 2, il y a de nouvelles contraintes. Donc, dans le cadre de la gestion des incidents, comme je l'ai dit plus tôt, la directive donc, impose des délais précis pour la notification des incidents, un rapport initial dans les 24 heures, un rapport intermédiaire sous 72 heures et ensuite un rapport final dans 1 mois. Donc, la définition d'un incident majeur repose donc sur l'impact que cet incident a sur la confidentialité, l'intégrité, donc la disponibilité des systèmes ou des données. Donc, les entités doivent également donc partager des informations donc anonymisées tous les 3 mois avec l'ANSSI ou les CICERT, et l'ENISA aussi reçoit des rapports semestriels pour alimenter la coopération européenne. Donc, parce que là, dans le cadre de NIS 2, on est vraiment sur la coopération, de l'entraide entre les États membres. Il est important de rappeler donc, que la directive a défini plusieurs critères permettant de juger du caractère important, significatif, majeur d'un incident. Donc, par exemple, nous avons la perte financière pour une entité concernée qui pourrait dépasser 500 000 € ou 5% du chiffre d'affaires. On a aussi, par exemple, l'exfiltration des secrets commerciaux, tout ce qui est brevet, etc. Donc ça, ce sont vraiment les informations clés qu'il faut retenir sur la partie gestion des incidents, de fortes obligations en termes de notification aux autorités, mais aussi de nouveaux critères pour pouvoir juger de l'importance d'un incident. Enfin, pour terminer, avant que je ne passe la parole à Lakshana, une présentation donc sur l'approche KEV qui a été validée par l'ENISA. Donc, l'ENISA a lancé, dans le cadre de NIS 2, la base de données européenne des vulnérabilités, donc le 13 mai 2025. C'est un effort donc, qui a été mis en place pour pouvoir renforcer la divulgation coordonnée des vulnérabilités. Donc, c'est une exigence clé de NIS 2. Donc, cette initiative, elle vise à améliorer la transparence, mais surtout la réactivité face aux failles de sécurité, face aux vulnérabilités de sécurité, en soutenant en fait les entités critiques dans leur gestion de risque, tout simplement. On peut peut-être aussi ajouter, comme disait Carrie, que, comme vous le savez, il y a eu un changement d'administration aux États-Unis
à un moment, la Cyber Security Infrastructure Security Agency a coupé l'accès à la criticité des vulnérabilités qui étaient publiées. Ça a donné en fait à l'Union européenne l'opportunité, comme le disait Carrie, de créer notre propre agence, de reprendre la main sur cette partie. Et l'initiative KEV pour Non-Exploited Vulnerability permet aux sociétés et aux entités qu'on a pu accompagner avec Carrie et Lakshana de pouvoir prioriser les vulnérabilités que vous allez commencer à... La remédiation des vulnérabilités, pardon. Donc, il y a d'une part, vous avez des vulnérabilités qui peuvent avoir une criticité élevée, mais ça a peut-être été découvert dans un contexte particulier, dans un labo par exemple. L'idée est de voir quelles sont les vulnérabilités qui ont déjà été exploitées, quels sont vos assets qui sont exposés sur Internet, et aussi quels sont vos assets qui soutiennent ce qu'on appelle côté DORA et FCI, des fonctions critiques importantes. Cette approche va vous permettre de prioriser, d'une part, l'approche côté third party, la chaîne d'approvisionnement dont parlait Carrie, mais également remédier les autres mesures de sécurité que vous allez identifier suite à une analyse d'écart entre l'état de votre entité et les requirements côté NIS2. Un autre point que vous voulez aborder avec vous, comme vous le voyez, on s'appuie beaucoup sur des ressources internes, mais également sur des sources fiables telles que l'ENISA et l'EXCO. L'EXCO, c'est la Cyber Security Organization. J'ai le plaisir d'être un des membres de cette organisation et ça nous permet également d'anticiper sur les next steps côté Union européenne. Sur la slide suivante, ce que je voulais vous montrer, c'était le nombre de réglementations qu'on a en ce moment et qui vont arriver. J'en ai mis que 10 parce que je ne voulais pas trop surcharger la slide. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, exotiques ou pas, qui commencent déjà à être à l'actualité. Je pense au Cyber Resilience Act, à l'IA Act. DORA, on est tous au courant de DORA. On n'est plus sur la phase de maintien du niveau atteint et remontée du Release of Information une fois par an. Mais vous voyez qu'en fait, si vous êtes une société avec différents domaines d'activité, vous pouvez être impacté par plusieurs réglementations ou directives. On ne l'a pas précisé, mais comme vous le savez, NIS2, c'est une directive qui a besoin d'être transposée dans la loi locale, alors qu'un règlement comme DORA ou le RGPD s'applique directement suite au vote qui est fait au niveau de l'Union européenne. Ce que je voulais mettre en avant côté EXCO, c'est qu'on se retrouve avec 4 problématiques. On a 4 groupes de travail. La prochaine slide, pardon, fait un focus sur un groupe de travail qui est lié au rapport d'incident. Comme le disait Carrie, vous avez des définitions, des requirements, des contraintes assez strictes en termes de reporting. Pourquoi? Parce que vous avez des sociétés qui doivent répondre à DORA, au RGPD ou à NIS2. On n'a pas la même timeline pour le reporting. Il se trouve que DORA, on est sur du 24 heures sur du DORA et du NIS2. Par contre, RGPD, on est sur 72 heures. Vous avez aussi la détermination du moment où on déclenche le chronomètre en se disant c'est à partir de maintenant que je suis aware de l'incident, donc le compte à rebours commence. La pression opérationnelle fait que vous avez différentes équipes qui doivent travailler ensemble. Les différences linguistiques font qu'on n'a pas la même taxonomie, la même définition d'un incident et le manque de standardisation. Et pour répondre à ces défis, l'EXCO, le groupe de travail dont je vous parlais, a mis en place un groupe de travail dédié au rapport d'incident. L'idée est de travailler de plus en plus vers un cadre unifié. L'objectif, ce serait d'avoir un template unique de reporting de tous les incidents, quelle que soit la directive ou le règlement, d'harmoniser la classification des incidents en termes d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs, s'accorder sur les délais, et enfin développer une terminologie standardisée pour toutes les entités, tous les pays, pour qu'on puisse avoir une harmonisation linguistique sur la définition de ces différents standards. Donc ça, c'est un premier point. Et comme vous le voyez, ça touche NIS2, RGPD, EDIAS, Cyber Resilience Act, PSD2, le règlement sur les dispositifs médicaux notamment, le Code des communications électroniques européen, etc., etc. Donc le but du jeu, plus de clarté, plus de cohérence, plus de proportionnalité. C'est l'objectif de ce premier groupe de travail. Sur la slide suivante, ce qu'on a essayé de vous partager, c'est tout ce qui est lié à la gestion des risques. Comme le disait Carrie,
c'est le minimum. Nous avons effectué avec Carré Lactiana des audits NIS2 et on s'aperçoit que parfois, voire souvent, l'entité ne dispose pas d'une gestion des risques. Et souvent, ils n'ont pas de cartographie. C'est un peu comme si j'étais le maire du 6e arrondissement et que je n'ai pas une carte de mon arrondissement. Comment je ne pense pas qu'on sera capable de gérer la sécurité dans l'arrondissement si vous n'avez pas au minimum un plan de votre arrondissement. Et ça, l'analogie qu'on fait avec le SI, c'est d'avoir un périmètre qui est bien défini. Le but de ce groupe de travail est de travailler sur l'efficacité opérationnelle de cette approche. C'est-à-dire qu'on a besoin de passer par cette analyse de risque, c'est le B à bas. Je doute qu'un auditeur ne vous demande pas est-ce que vous avez déjà effectué une analyse de risque dans votre périmètre. L'ANSSI appelle à la mise en œuvre de cette analyse de risque avec une méthodologie et BioCRM. Et c'est dans ce cadre-là qu'on accompagne nos clients pour travailler sur cette partie gestion des risques. Le but du jeu, c'est d'harmoniser au niveau européen l'approche sur la partie gestion des risques. On a pu le vérifier avec Carré Lactiana en Pologne, en Allemagne. L'analyse de risque est un prérequis. Et on a fait le calcul, le document de l'ENISA parle de risk assessment à 79 reprises. Donc, on ne peut pas ignorer que l'ENISA attend une analyse de risque comme étant le B à bas, un préambule avant de se lancer dans un programme de conformité NIS2. Sur la slide suivante, on a fait le focus sur la partie chaîne d'approvisionnement. L'idée est de voir dans quelle mesure la société, avec les sociétés avec lesquelles vous travaillez, votre écosystème, vos partenaires, vos fournisseurs, ne sont pas une faille par lesquelles les hackers vont pouvoir passer pour pouvoir atteindre leur objectif, c'est-à-dire une rupture de votre chaîne d'approvisionnement. On l'a vu en UK avec Jaguar Land Rover. L'État en UK a dû mettre 1 milliard sur la table pour garantir la tenue de l'environnement de Jaguar. 33 000 personnes étaient sans emploi, plus les fournisseurs. L'État, le National Cyber Security Center, a imposé que la cybersécurité soit au niveau du board et qu'ils aient un plan de continuité d'activité, comme le disait tout à l'heure Carrie, et que ce plan de continuité d'activité ne soit pas juste numérique, mais sauvegardé en format hard copy. Donc, on ne peut plus ignorer que la cybersécurité est un problème sociétal qui doit toucher et qui doit être embarqué au niveau du board pour prendre toutes les dimensions et mettre en place les moyens financiers, organisationnels et technologiques pour pouvoir remédier aux menaces qui pèsent sur les entités. Bonjour, dans le cadre d'une entreprise internationale dont le siège est en France, l'enregistrement auprès de l'autorité type ANSSI se réalise en France, donc au siège, ou dans le pays où l'activité critique a eu un problème. Qu'est-ce que vous nous répondez? Je vais répondre que côté Accenture, nous ne donnons aucun, mais vraiment aucun conseil juridique. Ce que nous conseillons aux entités qu'on accompagne, c'est d'identifier quelle est l'entité qui doit être conforme à NIS2. En fonction de la situation, de la localisation de l'entité qui doit être conforme à NIS2, ça vous donnera une indication sur le pays dans lequel vous devez faire cette déclaration. On a eu le cas pour une société qui fabrique au Portugal des vélos, qui les vend en Europe, dont le siège est en France. Cette entité a son siège juridique en France, donc c'est en France qu'elle va déclarer son besoin, sa nécessité d'être conforme à NIS2. Donc le conseil que je donne, c'est fournissez au département juridique de la société que vous accompagnez tous les éléments pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée basée sur les publications de l'ANSSI. Encore une fois, revenez au niveau de l'entité, pas au niveau de la société, parce que la société peut avoir un siège au Luxembourg, mais l'entité qui, elle, doit être conforme à NIS2 peut être située en France. J'espère avoir répondu à la question avec le pushback, dans la mesure où nous ne sommes pas des juristes. Nous accompagnons les sociétés dans l'interprétation des directives et des règlements, mais nous ne donnons pas de conseil juridique. Lactiana, tu n'as pas beaucoup entendu, c'est à toi.
Ok, passons à la prochaine section. Donc, pour évaluer la maturité NIS 2, nous avons mis en place une approche méthodique en 4 étapes qui nous permet de passer d'une analyse théorique à des recommandations qui sont plutôt concrètes et actionnables pour les différentes compagnies. Donc, la première étape, qui est l'étape clé, la préparation, nous commençons par collecter les informations clés et comprendre le contexte spécifique du client, donc son organisation, son processus, le métier, les contraintes réglementaires et opérationnelles aussi. Et cette phase, elle est essentielle, comme je vous le disais, pour éviter une approche assez générique et pour garantir que l'évaluation sera adaptée à la réalité du terrain. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'évaluation des entités. Donc, nous réalisons là, à cette étape, une analyse des écarts par rapport aux exigences de NIS 2. Cela implique de déterminer l'état actuel de conformité et d'identifier les lacunes, les gaps, comme on le dit, qui existent. Donc là, nous utilisons des questionnaires, des interviews, des audits qui sont ciblés pour obtenir une vision assez claire et fiable. La troisième étape, qui est les recommandations et la priorisation. Donc, nous ne nous contenons pas de lister les écarts uniquement. Nous proposons des recommandations qui sont pragmatiques et priorisées selon leur impact et leur faisabilité. Il faut aussi évaluer également la charge et les impacts financiers que ça peut avoir pour le client pour l'aider à planifier la prochaine étape efficacement. Et pour finir, c'est le suivi et mise en œuvre. Donc là, nous allons accompagner le client dans la mise en place des mesures qui ont été proposées en fournissant une feuille de route claire et en assurant qu'un suivi soit fait pour garantir que les actions sont bien prises en compte et réalisées dans les temps qu'il faut. Cette approche-là, nous l'avons appliquée dans plusieurs contextes. Donc, on va vous parler de certains exemples où nous avons pu appliquer l'approche. Donc, premier exemple, c'est le secteur de l'eau. Donc, nous avons accompagné une société européenne de traitement et d'assainissement dans un projet de 6 mois. L'objectif étant d'évaluer la conformité NIS 2 dans un contexte de réorganisation des activités. Donc, nous avons évalué 22 usines réparties dans 9 pays, challengé le référentiel OT en interne et réalisé un POC pour tester la pertinence du questionnaire. À la fin du projet, nous avons formulé les recommandations et définir une feuille de route claire pour atteindre le niveau de conformité souhaité par le client. Le prochain exemple, c'est l'industrie pharmaceutique. Donc ici, le client il souhaitait évaluer 12 entités et le siège social. Nous avons testé le questionnaire via un POC, amélioré la pertinence des preuves acceptables et proposé une feuille de route pour initier la mise en place des politiques de sécurité. Ce projet a duré 5 mois et a permis d'identifier les écarts critiques et de prioriser les actions. Et le troisième exemple, c'est l'aéronautique. Donc, c'était un projet qui a duré pendant 3 mois et ça a été fait pour harmoniser la conformité à l'échelle du groupe. Le défi, c'était d'intégrer NIS 2 avec d'autres réglementations comme ISO 27001 afin d'éviter la duplication des efforts. Nous avons construit une base d'exigences croisées et proposé une évaluation basée sur la correspondance entre les différents standards. Ces retours d'expérience montrent que chaque projet, il est unique. Et donc maintenant, sans plus tarder, on va passer à la partie challenge qui ont été rencontrés dans ces cas précis. Et donc là, les challenges, on les a brisés un petit peu entre les challenges qui sont spécifiques à l'IT et les challenges qui sont spécifiques à l'OT. Et sans plus tarder, je laisserai Carrie parler des challenges et des facteurs clés de succès pour l'IT. Donc, facteur clé de succès. Un facteur clé de succès plutôt général, c'est déjà la complexité un challenge dans ce cas-ci, c'est la complexité réglementaire. Donc, par exemple, comprendre les exigences NIS 2 et leur transposition nationale. Donc, ça, c'est déjà un challenge parce que les entreprises ont besoin d'accompagnement pour pouvoir interpréter la directive, d'où la complexité réglementaire qui peut se poser en tant que défi. Je compte aussi donc l'identification des périmètres critiques, par exemple la cartographie des systèmes d'information, les processus critiques, les données critiques qui sont concernées dans le cadre de NIS 2. Ça, c'est un véritable défi aujourd'hui pour les entreprises. Donc ça, ce sont 2 exemples de défis. En termes de facteurs clés de succès, point de vue organisationnel, pas spécifiquement IT, une gouvernance claire, une gouvernance forte avec des sponsors qui sont identifiés et nommés.
Donc, par exemple, la nomination d'un responsable NIS2 et la définition de rôles et de responsabilités clairs pour pouvoir porter le projet de mise en conformité qui n'est pas à prendre à la légère. Je veux dire, c'est un gros projet pour avoir travaillé sur de l'accompagnement de la mise en conformité du gap assessment sur NIS2, c'est un travail monstre. Ensuite, facteur clé de succès, toujours, on a l'approche basée sur le risque. Donc, comme Eric l'avait dit, donc l'analyse de risque, elle est obligatoire, c'est d'entrée de jeu, il faut la faire. Donc, prioriser les mesures sur la base des systèmes critiques. Donc, on revient là encore à un inventaire exhaustif des systèmes d'information et aussi déterminer leur criticité pour pouvoir aligner les mesures de sécurité dans le cadre de NIS2. Un dernier exemple en termes de facteurs clés de succès, c'est aussi la formation et la sensibilisation des collaborateurs. Donc, mettre en place un programme de sensibilisation pour tous les collaborateurs dans le cadre de NIS2. Donc ça, ce sont quelques facteurs clés de succès. Je vais laisser Lakshana vous en donner quelques-uns sur la partie donc OT, Operational Technology. Alors, c'est vrai que quand on parle de la conformité NIS2, l'IT est souvent au centre des discussions, mais le vrai défi se trouve aujourd'hui dans l'outil, vu que c'est un terrain miné pour plusieurs raisons. Donc, pour commencer, les systèmes outils, comme vous pouvez le savoir, ils ne peuvent pas être arrêtés pour appliquer des patchs ou pour des mises à jour n'importe quand, à quel moment on veut. Donc, il faut qu'on garde ça en tête. Donc, c'est la disponibilité d'abord. Deuxième challenge, c'est que ce sont des équipements qui sont très anciens et qui utilisent des protocoles qui ne sont pas sécurisés, comme le Modbus, l'OPC, et des architectures qui sont assez complexes, qui sont toujours en place. Troisième chose, c'est que l'IT et l'outil sont souvent interconnectés, sans sécurisation des zones, augmentant la surface d'attaque. Et beaucoup d'organisations n'ont pas de cartographie exhaustive aujourd'hui des actifs OT. C'est une étape de base pour pouvoir protéger ce qu'on a, mais malheureusement, c'est la réalité du terrain où il n'y a pas d'inventaire qui est complète aujourd'hui. Et vu que la priorité est souvent donnée à la production, ça laisse la place pour les pratiques à risque, comme des mots de passe qui sont partagés, l'absence du MFA. Et la gouvernance, elle est très compliquée quand ça vient à l'outil, surtout quand les prestataires gèrent des systèmes qui sont assez critiques. On voit même qu'il y a peu, ou voire pas de solutions de détection qui sont adaptées aux environnements industriels. Et donc, face à ces défis, il est essentiel d'adopter une approche qui est à la fois pragmatique, mais progressive. De notre point de vue, il y a plusieurs facteurs clés qui font la différence aujourd'hui et qui doivent être mis en place pour la réussite de NIS2 en l'outil. Et on va vous parler de 4 parmi eux aujourd'hui. Donc, pour commencer, comme je vous avais dit, c'est l'inventaire. Il faut absolument cartographier tous les équipements pour avoir une vision claire, parce qu'on ne pourra pas protéger ce qu'on ne sait pas, ce qu'on a. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vient une action qui, je sais, prend beaucoup de temps et qui pose beaucoup de risques sur l'environnement, c'est la segmentation réseau. Malheureusement, au vu de l'attaque, la surface d'attaque aujourd'hui, c'est très facile pour que quelqu'un passe d'un environnement IT pour pouvoir se projeter vers un environnement outil et par la suite proliférer les attaques. Et donc, ce que nous vous conseillons, c'est aussi de vous y mettre dès aujourd'hui parce que ça prend beaucoup de planning, beaucoup de communication, la coordination et de préparation. En troisième lieu, l'emphase doit être mise sur la création des équipes qui sont mixtes. Donc, il faut arrêter avec les silos pour dire que l'IT travaille de son côté et l'OT travaille de son côté. Il faut que les équipes opérationnelles collaborent aujourd'hui pour pouvoir mettre en place une structure et une gouvernance qui soit claire pour tout le monde, pour que la collaboration entre IT et OT soit renforcée. Et pour finir, je rejoins le point de Carrie, c'est la sensibilisation et les formations des équipes terrain. Donc, parce que c'est eux qui sont la première couche de défense, on va dire, contre les attaques ciblées OT aujourd'hui. Et c'est eux qui ont un rôle clé à jouer dans la conformité de NIS2. Donc, il faut former les opérateurs avec les scénarios qui sont concrets et les exercices qui sont pratiques. Je passe la main à Eric pour parler des études de cas. Merci Lakshana. Avant de passer à l'étape suivante, on voulait revenir également sur quelques écueils, quelques pièges qu'on a rencontrés nous
au cours des 3 dernières années, lorsqu'on a commencé à travailler sur le NIS 2. Comme le disait Carrie, un des premiers écueils qu'on a vu, c'est considérer que le NIS 2 est un projet technique. Ce n'est pas uniquement un projet technique, c'est un projet où il va falloir, comme le disait Lakshana, briser les silos et faire un effort pour décloisonner et faire travailler tout le monde pour qu'on ait un alignement stratégique. Et donc, ça revient au point de Carrie sur la planification stratégique. Ça permet d'aller plus vite. Ça permet d'embarquer non seulement la partie LOD1, la première ligne de défense, mais également le niveau du board, les éléments le juridique, parce qu'on va en avoir besoin pour les contrats avec les fournisseurs, les partenaires, l'écosystème. Et ça va nous permettre en fait d'avoir une approche qui va permettre d'éviter une préparation incomplète, un manque de responsabilisation des activités identifiées, et aussi, comme vous le savez, les amendes, les pénalités qui sont liées à un manque de conformité à NIS 2 et la réputation qui va avec. Le deuxième point était lié à la communication interne qui est parfois insuffisante, des malentendus entre départements, entre le siège, entre les entités. On l'a vu pour une entité qui était basée en France avec une structure également en Hongrie. La Hongrie a fait la transposition assez rapidement et du coup, le RSSI global était en retard par rapport à ce qui était demandé dans les entités. Donc, la communication est importante pour identifier les zones dans l'Union européenne où la transposition a déjà été faite pour que le groupe ne se mette pas à risque en ayant une situation, une approche attentiste plutôt que proactive, pouvoir commencer dès à présent à travailler sur NIS 2. Souvent, on entend aussi de nos clients que l'Union européenne est très prolixe en termes de réglementation du directive. Souvent, ils préfèrent attendre, mais c'est comme pour les patchs. Si vous attendez 6 mois pour appliquer un patch ou 1 an pour appliquer un patch, c'est autant de temps que vous donnez aux hackers pour identifier, exploiter cette vulnérabilité que vous auriez pu combler, remédier plus rapidement. Donc, l'idée sur la communication, c'est éviter d'avoir un plan de communication qui est uniquement centralisé sans embarquer les entités, parce que vous allez vous retrouver bloqué, il y aura un pushback de leur part. Mettre en place des réunions régulières, interfonctionnelles, intersites. Utiliser des outils partagés de GRC notamment pour pouvoir embarquer tout le monde et aller plus vite sur la ligne, sur le voyage vers la conformité réglementaire. Un autre point aussi est tout ce qui est lié à la sous-estimation des besoins en ressources. Comme vous le savez, on a rarement des personnes uniquement dédiées à une réglementation, que ce soit DORA, NIS 2, Cyber Resilience Act. C'est des casquettes en plus, des jobs en plus sur des personnes qui parfois n'ont rien demandé. On va venir voir Michel en disant Michel, tu es responsable de NIS 2. Michel, NIS 2, il n'en a jamais entendu parler. Il n'a jamais entendu parler des règlements d'exécution. Michel pense que venir l'auditer, ça ne sert à rien, alors que si son site n'est pas conforme, la pénalité n'est pas sur le site de Michel, ce n'est pas sur l'entité de Michel, mais c'est sur le groupe au niveau mondial, comme le rappelait Carrie. On a eu ce genre de pushback lorsqu'on a fait un audit cet été. Et l'autre point également, c'est de se dire que Michel n'a peut-être pas d'incentive, n'a peut-être pas de priorité sur sa feuille de route, sur son évolution, qui sont basées sur NIS 2. On lui a peut-être demandé de réduire le temps d'indisponibilité. On lui a peut-être demandé d'augmenter la productivité de l'usine. On ne lui a pas demandé d'être conforme à NIS 2. Donc, vous allez venir avec votre casquette, il faut que tu sois conforme à NIS 2, et lui, il ne va pas voir l'intérêt. D'où le conseil qu'on donne, embarquer toutes les ressources et ne pas sous-estimer le manque des ressources qui sont dédiées à la mise en conformité dans les sociétés. L'autre point également, c'est tout ce qui est classification. Souvent, les entités ont du mal à identifier est-ce que je suis essentiel ou important. Là, vous avez le site de l'ANSSI qui est mis à disposition, qui va vous permettre d'identifier en fonction de votre secteur d'activité, votre chiffre d'affaires, du nombre de personnes, quel est votre statut important ou essentiel. On a également aussi des sociétés qui souhaitent travailler uniquement sur le moins 10 ans, en se disant je vais partir sur de l'essentiel ou bien je vais partir sur important. Mais ce qu'ils oublient, c'est que souvent, vous avez un seul système d'information qui va soutenir 2 business units. L'une sera importante, l'autre sera essentielle. Je ne vois pas comment vous allez pouvoir mettre en place un SI dynamique qui sera à un moment le matin essentiel, l'après-midi important, ou des jours pairs essentiels, des jours impairs importants. Donc, vous n'avez pas le choix.
L'idée, ce qu'on a proposé nous avec Carré et Lakshana, c'est de partir des objectifs business de vos sociétés. C'est quoi la plus-value de votre entité? Est-ce que c'est de fournir des moyens de télécommunication si vous êtes dans les télécoms? Est-ce que c'est de fournir une eau de qualité? Est-ce que c'est de traiter les eaux usées? Ça va être votre business objectif. À partir de là, vous allez identifier les FCI, les fonctions critiques et importantes qui soutiennent cette business objectif, les applications, les réseaux. Et là, on va tomber sur un point que Carré a traité pas plus tard qu'il y a 2 semaines, la CNDB. Et comme disait Lakshana, si vous ne connaissez pas votre parc, comment allez-vous le sécuriser? C'est pas pour rien que NIST, N-I-S-T, le premier pilier, correspond à la partie Identify. Commencez par identifier vos actifs, que ce soit IT et OT, pour pouvoir ensuite mener l'analyse de risque qui va vous permettre de dérouler une feuille de remédiation priorisée et pragmatique, comme disait Lakshana. Vous allez pouvoir avoir une approche soit en termes de quick win, soit en termes de complexité des mesures à mettre en place, soit en termes d'apport maturité, soit aussi un classement qui peut être fait en fonction de l'impact business de vos entités. On a eu le cas il y a 2 semaines lors d'une restitution. Le responsable de la conformité me disait, mais ce site-là, je ne peux pas le fermer, ça rapporte trop d'argent. Je dis d'accord. Maintenant, à toi de dire, est-ce que tu vas prendre le risque de prendre une pénalité de 2% sur le chiffre d'affaires mondial parce que tu n'as pas voulu fermer ce site pendant 1 semaine. Ensuite, ce n'est pas à nous, je pense, ne nous revient pas de prendre ce type de décision. En fonction du risque appetite et le risque acceptable de ces sociétés, elles vont identifier s'il faut fermer l'usine 1 semaine pour pouvoir garantir la stabilité et la poursuite des activités de cette société. On a aussi eu le cas où les clients nous demandaient quel est le taux de conformité qui est attendu. En fait, c'est assez binaire. Soit vous êtes conforme, soit vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas à mon sens, vous n'allez pas pouvoir dire je suis conforme à 70%. OK, vous êtes conforme à 70%, ça veut dire que vous avez 30% de chance d'être audité et de ne pas cocher la case liée à une mesure de sécurité émise par l'ANSSI. Donc, mon conseil, ne prenez pas la responsabilité de dire aux clients qu'une conformité à 82%, 85% est suffisante. L'approche, c'est de dire, mettez-vous dans une dynamique, un programme de mise en conformité sur 1 an, 1 an et demi, maximum 2 ans, avec des actions que vous allez étaler sur le temps en fonction des priorités que vous allez définir avec le board et les différentes entités qui vont devoir être conformes à NIS2. Ça vous permettra d'avoir une position défendable devant le régulateur. Il y a également un autre point où les organisations vont parfois dupliquer ce qui a déjà été bien fait, que ce soit du NIST, N-I-S-T, ou de l'ISO 27001, la version 2022. L'idée est de s'assurer que vous allez pouvoir capitaliser sur ce qui a déjà été bien fait, avec quand même un bémol, un disclaimer. On a le cas souvent, les sociétés nous disent on est conforme ISO 27001, c'est bien, c'est génial, bravo. Cela dit, pour revenir encore sur l'aspect périmètre, ils sont peut-être ISO 27001 dans le 7e arrondissement, mais ils ne le sont pas dans le 18e arrondissement. Le but du jeu est, comme le disait l'ANSSI, si vous décidez, si l'entité décide d'exclure une partie du SI, du SIR, du système régulé, il va falloir le justifier avec une analyse de risque basée sur la méthodologie et BioCRM. Sinon, ce serait trop facile. Vous allez vous dire, écoutez, je vais être conforme dans le 1er arrondissement. Le reste, on va prier très fort, allumer des cierges, en espérant qu'on ne sera pas attaqué. L'objectif, c'est de s'assurer que ce qui a été bien fait, communiquer sur les réalisations et capitaliser sur du 27001, du NIST ou d'autres réglementations, framework que vous avez mis en interne, comme outil dont parlait Lakshana, pour que vous puissiez capitaliser en disant ce que vous faites, c'est bien. Les investissements que vous avez réalisés les dernières années portent leurs fruits. Cela dit, NIS2 vous demande d'aller plus loin. Si le régulateur a pris la peine de mettre en place une directive, de le faire adopter petit à petit dans les différents pays, ce n'est pas pour que vous soyez conforme à 27001. Si c'était le cas, on vous aurait dit d'être conforme à 27001. On aurait gagné tous du temps, de l'argent et de la sueur. Le dernier point est la mise en œuvre fragmentée de l'Union européenne qui pourrait être ignorée. Parce que contrairement au RGPD, comme vous le voyez, cette directive s'applique petit à petit en fonction de la stabilité dans certains pays, si vous voyez ce que je veux dire, et aussi en fonction des problématiques que peuvent avoir certains pays. L'idée est de voir dans quelle mesure vous allez pouvoir construire un socle commun
et aller au cas par cas en fonction des priorités géopolitiques, mais aussi liées à l'impact business des entités qui doivent être soumises à NIS2. Pour terminer ce webinaire, on voulait partager avec vous le site de préenregistrement de mon entité. C'est mis en œuvre par l'ANSSI. Donc, ce n'est pas obligatoire pour l'instant. C'est conseillé. Donc, après, à chaque entité, chaque société de prendre ses responsabilités par rapport à cette préinscription. L'idée pour vous est d'identifier ce dont vous aurez besoin pour renseigner les informations qui sont demandées. On appuie, nous, avec certains pays sur lesquels on a travaillé, notamment la Pologne, mais également la Finlande. Certaines informations sont demandées, notamment qui est en charge de l'entité, qui est responsable de la partie IT et OT, quelle est l'adresse IP, comment on peut contacter la personne en cas d'incident. Tous ces éléments sont attendus par les régulateurs locaux à quelques nuances près pour pouvoir identifier la carte d'identité, si je puis dire, des entités. Autre point également qu'avait souligné Carrie, avec NIS 1, on était sur une enveloppe, je dirais, de 500 entités. Là, on va passer à 15 000 entités. Donc, ce qui veut dire que les sociétés vont devoir elles-mêmes identifier leurs besoins de conformité à NIS2. L'ANSSI ne sera pas derrière vos dos pour vous dire que tu dois être conforme à NIS2. En revanche, si l'ANSSI vient et que vous n'avez pas fait l'effort, vous serez dans une position délicate. Il est 12h53. Est-ce que nous avons des questions avant de clôturer ce webinaire? Merci beaucoup pour cette présentation et nous avons 2 questions effectivement. Alors, tu as bien évoqué, Eric, 27001 versus NIS 2. Toutefois, il y a quand même une question. Est-ce que ça peut aider d'être déjà 27001? Est-ce que ça peut aider pour entrer dans NIS 2? Et deuxième question, je te la pose également tout de suite, je la pose à vous 3. Avez-vous identifié des quick wins lors de vos projets NIS 2 et si oui, bien sûr, lesquels? Merci beaucoup. Merci Joël. Donc pour la première question, 27001, effectivement, 27001 va vous aider à avoir une base, un référentiel sur lequel vous allez pouvoir capitaliser. Encore une fois, si vous êtes 27001 sur un périmètre qui n'est pas tout à fait le périmètre du SI régulé, ce sera une première étape. Ensuite, il va falloir dupliquer, étendre et appliquer les bonnes pratiques de 27001 sur l'ensemble du parc, comme le disait Lakshana, en prenant en compte la partie IT, mais également OT. Rappelons que NIS 2, c'est de l'IT, mais également de l'OT. C'est ça qui va vous permettre en fait d'avoir une couverture à 100% des requirements côté NIS 2. En termes de quick win, qu'est-ce qu'on a identifié? Là, ça dépend des entités. Certaines entités avaient déjà fait un travail de sensibilisation, de formation à NIS 2. Ça permet déjà de semer la graine pour que les sociétés, les entités sachent que la directive va arriver. Ce n'est pas optionnel et personne n'a envie de voir son nom dans les news. Donc, les premiers quick wins qu'on voit, c'est sur la partie sensibilisation. Et ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre la forme d'un lunch and learn, l'équivalent de ce qu'on fait en ce moment. Vous proposez des sandwichs, vous passez une demi-heure sur la partie conformité. On ne peut pas travailler dans la partie GRC sans être au courant du calendrier réglementaire en termes de conformité, du DORA, du NIS 2, du RGP, du Cyber Resilience Act, EIA Act, etc. Donc, c'est un minimum. Ça fait partie des quick wins. L'autre point également, c'est de pouvoir capitaliser et augmenter le ROI de certains projets qui ont déjà été lancés. Je pense notamment dans toute société qui se respecte, avec un bon niveau de maturité, vous avez une roadmap cyber. Cette roadmap cyber, ça peut être une roadmap cyber, vous allez mettre l'accent sur l'IAM, sur la gestion des vulnérabilités, ça peut être sur la partie identification de vos third-parties, ça peut être du TPRM. Tous ces éléments-là que vous avez déjà lancés, parce que vous avez déjà identifié, vous, que vous en aviez besoin, vont vous aider à cocher des cases côté NIS 2. Donc, ça veut dire que si vous demandez 100 cas pour un projet TPRM que vous avez lancé il y a 1 an, sous réserve que ce projet atterrisse à court terme, 6 mois, 1 an, vous allez pouvoir dire à votre board, je t'avais demandé 100 cas pour traiter le TPRM, guess what, ces 100 cas vont nous permettre aussi de cocher des cases côté NIS 2. Ça vous permet d'augmenter le ROI des mesures de sécurité, des roadmaps cyber que vous avez déjà lancées. Et ça peut donner un élément
en plus en termes de quick win pour pouvoir commencer à communiquer sur les actions qui ont été réalisées. Un conseil aussi, n'hésitez pas à caresser dans le sens du poil les responsables cybersécurité en mettant en avant, lorsque vous faites un gap assessment, vous avez des choses qui ont été réalisées au bon niveau et d'autres, vous avez des actes d'amélioration. N'hésitez pas, ne fait pas de mal de rappeler que les investissements financiers, technologiques, organisationnels des 2 ou 3 dernières années vont permettre d'être sur une courbe de conformité qui sera plus douce, avec une marge moins élevée. Et ça permet également de renforcer le sentiment qu'ont ces équipes d'avoir effectué un travail qui n'était pas vain, qui a coché une case à un certain moment, mais qu'il faut garder dans la durée. Et peut-être terminer sur ce point-là, une fois que les sociétés ont atteint le niveau escompté, estimé, en fonction du risk appetite de conformité à NIS2, il va falloir le conserver dans la durée. C'est-à-dire, si vous avez un changement de périmètre, si vous passez d'on-prem au cloud, si vous avez de l'IA, tous ces éléments vont modifier votre surface d'attaque, vont modifier la capacité qu'auront les hackers à accéder à des données, à votre système d'information. Donc, une fois que vous avez atteint la vitesse de croisière, pour la maintenir, il va falloir rentrer dans une boucle d'amélioration continue en effectuant des tests régulièrement, au moins une fois par an, ou lorsque vous avez des modifications substantielles, significatives de votre environnement, et si, encore une fois, IT et OT. Et pour terminer, le meilleur conseil que je puisse vous donner, soyez entouré par des bonnes personnes. C'est ce que j'ai fait pour mes projets NIS2, carré sur la partie IT, Shana sur la partie OT, pour pouvoir couvrir l'ensemble des problématiques qui sont liées à la mise en conformité NIS2. C'est ce qui va vous permettre d'être pertinent, d'être cohérent lorsque vous allez échanger avec des personnes côté IT et OT qui vont avoir un pushback. Et le fait d'être une femme n'est pas du tout un frein. On a réussi ces projets avec Carrie et Lakshana, avec des populations qui n'avaient peut-être pas l'habitude, mais qui ont tout de suite identifié l'apport de valeur, la connaissance, l'expertise de nos consultantes qui permet d'avoir un discours cohérent et de rappeler aux sociétés qu'on accompagne, qui font appel à nous pour qu'on leur apporte l'expertise qu'ils n'ont pas ou le temps qu'ils n'ont pas à consacrer à ces éléments de mise en conformité. Magnifique, Eric. Merci vraiment à tous, à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin, à vous 3. Bravo, belle équipe. Et merci pour ce plaidoyer pro-féminin. Megan, j'ai vu qu'il y avait une question. Excuse-moi de te couper. Il y a même 2 questions là. Il y a 2 personnes qui ont levé le. Alors, on peut prendre quelques minutes avant le déjeuner. On ne peut pas prendre les levées de main parce que je ne peux pas donner la parole. Mais par contre, les personnes je pense, ont écrit je pense que ce sont les questions que j'ai posées, sauf s'il y en a encore une. S'il y en a encore une, il faut l'écrire, je suis désolée. Ah non, c'est une erreur, voilà, c'est une erreur. Ah, donc visiblement non. Et donc, merci vraiment pour ce plaidoyer pro-féminin. Très, très belle équipe. Je vous souhaite à toutes et à tous de très, très belles fêtes de fin d'année. Et nous nous retrouvons en 2026 avec de nouveaux webinaires et j'espère un webinaire Accenture tout aussi intéressant que celui qui a été mené de main de maître et avec un dynamisme incroyable de cette belle équipe. Merci vraiment. Carrie, merci Lakshana et merci Eric. Merci Cécile. Merci beaucoup. Au revoir à vous.